Je vais maintenant passer la parole à Fabrice Dume, qui est notre dernier intervenant. Vous êtes sociologue, vous êtes chercheur à l'ISCRA et vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris Diderot et membre de l'URNIS. Vous avez publié de nombreuses études autour des faits discriminatoires structurels, notamment dans le champ éducatif, et des politiques publiques pour y remédier. Et c'est justement une des questions que l'on se pose ensemble et que vous allez peut-être nous aider à comprendre en décryptant les 20 dernières années, vaste chantier, surtout en fin de journée, autour effectivement de ces politiques publiques en matière de racisme. Merci. Merci pour votre intervention. C'était court, hein, bref. Bon, désolé de terminer de vous épuiser à ce temps-ci. Bon, c'est pas moi qui ai choisi de me mettre à la fin du programme. Hein. Je suis un peu dans le même contexte que Patrick Simon tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai travaillé à partir de l'intitulé de la table ronde du part sur le rôle des institutions. Et du coup, je vais vraiment effectivement axer mon propos sur ça. Par contre, je n'ai pas suffisamment réfléchi à mais pourquoi vous me demandez de questionner les 20 dernières années. Et pourquoi finalement cette limite des 20 dernières années. Voilà. Et alors, je vais effectivement mettre l'accent sur, pour moi, ce qui apparaît vraiment un tournant, c'est-à-dire les années 90, un tournant dans la formulation politique d'un certain nombre de problèmes. Mais s'il y a un tournant, c'est bien parce qu'il y a de l'avant et qu'on ne peut pas faire l'économie de penser la manière dont c'est arrivé, ces questions-là. Voilà. Je ne vais pas faire comme la collègue tout à l'heure, à revenir aux années 70, puis prendre tout mon temps sur les années 70. Mais il y aura beaucoup de choses à en dire. Voilà. Donc pas 20 années pour elle-même, et pas du racisme en soi non plus, parce que je crois qu'on ne peut pas penser cette question-là sans la mettre en relation avec d'autres dimensions, d'autres questions. Voilà. Sinon, on a un problème qui serait un petit peu éthéré, vous voyez, un petit peu hors sol, déconnecté, finalement, de plusieurs types de mécanismes qui sont là dedans. Alors, ce qu'on peut se dire effectivement, c'est que depuis au moins les années 90, la configuration du racisme ou des racismes dans la société française a effectivement beaucoup changé, avec plusieurs axes, et je vais les égrener un petit peu, si vous voulez, les uns après les autres, plusieurs axes différents, mais qui sont assez compliqués à séparer, parce qu'ils sont évidemment extrêmement interdépendants, et ils se soutiennent l'un l'autre. Alors, le premier élément, c'est que la fin des années 80 et la décennie 90 particulièrement, ont été marquées en France par la politique dite d'intégration. Et il me semble que là, il y a un nœud considérable dans la manière dont aujourd'hui les choses se présentent, aussi bien sur la question des racismes que sur la question des antiracismes. Je pense que beaucoup de problèmes de malentendus sont liés à cet héritage et à ce qui se formule finalement à ce moment-là. La politique dite d'intégration repose sur un consensus que Patrick Weil a appelé un consensus indicible, c'est-à-dire c'était partagé par tout le monde, mais il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas formuler. C'était au fond l'idée que les jeunesses des banlieues étaient un problème. C'est ça le fond de l'affaire. C'est comme le problème c'est les jeunesses des banlieues, la politique va tendre à s'organiser autour de la résolution de ce problème, donc la résolution du statut des jeunesses de banlieue. L'effet immédiat, on voit bien, c'est-à-dire qu'en focalisant sur les publics, on occulte immédiatement la responsabilité des institutions publiques, par exemple, en imputant les problèmes de la société aux populations issues de l'immigration, vues comme issues de l'immigration. Et ipso facto, on écarte de la discussion la question absolument massive des discriminations. Et les années 90 ont été des discours, moi j'ai commencé à travailler à cette époque-là, où quand on était face à des représentants des services publics, et qu'on parlait de ce qui était pourtant connu déjà depuis les années 70, c'est-à-dire comment la NPE, encore à l'époque, coproduisait des discriminations, participait de produire des discriminations, les représentants de l'État nous disaient purement et simplement, en sciences publiques, vous mentez. C'est simplement pour illustrer l'importance du déni de cette question, et c'est bien ce que permet une théorie comme l'intégration, c'est-à-dire qui formule les problèmes politiques en termes de problèmes des publics plutôt que de problèmes publics. Ça va de pair avec une logique de défense des institutions, et ça me paraît être un levier tout à fait majeur. C'est-à-dire, au fond,
quand on formule le problème en disant nous rejetons la responsabilité ou nous jetons notre regard sur les publics, c'est parce qu'il s'agit de protéger les institutions. La chose me paraît extrêmement flagrante concernant l'école. Et c'est là qu'il faut revenir en amont pour comprendre ça. C'est que dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, on a des critiques de l'école pour dénoncer son racisme. Alors, on pouvait discuter de est-ce que c'était du racisme ou pas, mais l'argument, si vous voulez, de la question du racisme était adressé aux institutions. Ce qui se passe à partir du milieu des années 80, c'est qu'on va construire, et là la question du voile, des premières affaires dites du foulard en 1989 sont absolument cruciales, stratégiquement parlant de cette construction, on va construire l'image d'une institution menacée, assiégée éventuellement, qui risque d'être colonisée de l'intérieur par une partie de ses publics qui n'auraient pas adopté les codes attendus. C'est ça que dit le Premier ministre, encore une fois, quand il dit « laisser l'identité au vestiaire ». C'est simplement pour dire cette histoire et cette façon de présenter les problèmes continue encore aujourd'hui. Au fond, et j'y reviendrai, on a là un mécanisme de défense des institutions. Ce mécanisme de défense des institutions autorise une espèce de surdité politique. D'une part, renforce ce que disait Patrick Simon, c'est-à-dire la logique d'aveuglement à la race, et donc en fait au mécanisme, au processus de racialisation, mais du coup, une surdité aussi à la dénonciation des discriminations. D'où ce paradoxe extraordinaire de la célébration, il y a 2 ans, des marches de 1983, pour mieux montrer finalement que nous n'avions pas voulu les reconnaître. Et vous savez bien, que demandaient les marcheurs en 83, 84, 85, ils demandaient les mêmes droits et l'égalité, et être reconnus comme des citoyens, point. C'est pour ne pas répondre à ça qu'arrive la question de l'intégration. Évidemment, elle arrive aussi comme mode de réponse à l'arrivée sur l'échiquier politique du Front National en particulier, et plus largement de l'extrême droite, une espèce de pseudo-réponse. C'est là le consensus indicible aussi, de pseudo-réponse à l'extrême droite, mais consensus problématique, parce qu'on y répond en reprenant ses logiques. Ce qui est formulé explicitement par le Premier ministre à l'époque. Le Front National pose des bonnes questions, mais pas les bonnes réponses. Alors, on est dans ce problème-là, c'est-à-dire que cette question d'intégration incorpore toutes ces ambiguïtés-là. Cette stratégie, vous savez, s'accompagne d'une politique d'immigration qui tournait à la fois vers la répression et vers le tri entre les migrants. Et depuis déjà les années 80, cette stratégie-là va se renforcer. Elle va être progressivement transférée à l'Europe, qui ne réglera absolument pas la question du statut du nationalisme. C'est pas parce qu'on va déplacer les frontières et les manières de gérer les frontières qu'on va régler la question du rapport, finalement, au nationalisme. Par contre, on sait bien les effets que ça a, à la fois sur les logiques de racialisation, et en même temps sur les choses aussi évidentes que la mise en danger de la vie des migrants, que la banalisation et la diffusion de logiques policières de contention. On a quand même des murs à nos frontières, on a quand même des centres de rétention, on a une diffusion du travail policier, non seulement dans la rue et l'espace public, mais aussi dans les institutions. On demande aux travailleurs sociaux, on demande aux écoles, etc., de relayer, au fond, cette logique-là. Donc, on a un véritable problème, me semble-t-il, et qui ne se dissout pas, vous voyez, dans la question du racisme, pour elle-même, en elle-même. Troisième élément, c'est le point de rupture, et puis Jean-Michel Bielorget connaît bien cette époque-là, a contribué à cette époque-là, le point de rupture relatif qu'a marqué en 1998 la reconnaissance des discriminations raciales par le gouvernement, et par la voix notamment de Martine Aubry. Alors ça a marqué une claire rupture symbolique par rapport au discours de déni que je vous présentais tout à l'heure. Ceci dit, très vite il apparaît que beaucoup des services de l'État, beaucoup des grandes institutions de l'État n'assument pas ce questionnement sur les discriminations. C'est particulièrement le cas de l'institution scolaire. Pour trouver le terme de discrimination dans les circulaires de rentrée, donc comme objectif prioritaire de l'année, il faut attendre 10 ans, il faut attendre 2008, pour vous donner une illustration. Pendant tout ce temps, l'institution scolaire fait comme si elle n'était pas concernée. C'est même pas sans parler de l'institution policière, sans parler de l'armée, etc. C'est-à-dire, en fait, les grandes institutions d'État ne veulent pas entendre parler de ces questions. On voit la difficulté du corps professionnel policier et de l'institution et de ses ministres à poser la question simplement d'un récépissé dans les contrôles au faciès, pour limiter les contrôles au faciès. Donc on est dans une stratégie politique où il faut quelque part
permettre de sauver la face à ces institutions qui ne veulent pas poser les choses. Donc on va dévier et on va consacrer la lutte contre les discriminations finalement, enfin on va leur renvoyer vers la politique de l'asile. Ça se fait progressivement à partir du début des années 2000 et la loi de 2006 dite sur l'égalité des chances entérine cela puisqu'elle remplace ce qui était le FACID, Fondation de soutien à l'intégration et à la lutte contre les discriminations, en accès, Agence pour l'égalité des chances, pour aller vite, d'accord, et confie à cette agence le fait de travailler sur les discriminations uniquement dans le cadre de la politique de la ville. Voilà, c'est entériné. Point. Donc on voit un effet de disparition de cette question absolument centrale des discriminations et de la responsabilité des institutions. Ce qui va de pair avec ce glissement, c'est la minimisation de la question raciale. Et là, la HALD a joué un rôle tout à fait important, c'est-à-dire qu'avec son souci du premier représentant de la HALD de, quelque part, rendre acceptable cette question de la discrimination, elle a très largement promu un discours du « tous auteurs, tous victimes ». Excusez-moi, mais moi, je n'ai jamais été victime de discrimination, et pour une bonne raison. C'est que moi, sur à peu près tous les plans, je fais partie du groupe majoritaire, groupe dominant, pour aller vite. Donc je ne suis pas exposé. Moi, je suis privilégié à l'égard de cette exposition-là. Donc le tous auteurs, tous victimes, il a évidemment comme effet de cacher le fait que c'est pas vrai, et que pas tout le monde est concerné de la même manière par ces questions. Et ça, je vais y revenir, mais ça a un lien considérable avec la question des antiracismes. Et on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ceux qui y sont confrontés, ils ne peuvent pas voir le monde de la même manière. Quatrième point que je voulais poser, c'est que les années 2000 vont, avec le retour de la droite au pouvoir, marquer une offensive extrêmement dure et violente sur ces questions-là. Et à la faveur en particulier du choc du 11 septembre, vont légitimer un travail politique dont on sait aujourd'hui, parce qu'il a été analysé, je pense par exemple au travail de Françoise Orsery, particulièrement, un travail de politisation de la question du voile. On a un travail d'orchestration formidable qui conduit à incriminer l'islam et à hystériser la question du voile. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, dans une assemblée, poser cette question-là sans voir des réactions qui immédiatement disent « et ça ne peut pas être autre chose qu'un problème ». Et ça, Joël Roman, tout à l'heure, avec toutes les prudences qu'il proposait, voilà. C'est-à-dire que ça contraint, y compris toutes les personnes qui veulent parler de ça, à prendre des précautions tout à fait invraisemblables, pour simplement pouvoir dire, le problème, il n'est pas dans le voile, il est dans le rapport que nous avons avec ça. Et ce rapport nous aveugle à un certain nombre de choses qui, pourtant, minent notre société. Évidemment, l'État, dont il a bien été dit que l'État, il est pluriel, qu'il est divers, etc., mais n'empêche que dans sa représentation globale, et dans le rôle de ses élites particulièrement, il est très clair que l'État ne porte pas politiquement les enjeux de reconnaissance de la pluralité de la société. Ce discours n'a jamais été assumé. Un exemple typique, c'est que comme ce discours n'était pas assumé et porté par l'État lui-même, c'est le haut patronat, le grand patronat néolibéral et l'Institut Montaigne en particulier, qui a, pour ne pas affronter la question des discriminations, proposé le discours alternatif de promotion de la diversité. C'est-à-dire que c'est le patronat, le grand patronat, qui s'est saisi de la question de la représentation multiple de la société française, et pas l'État. C'est tout à fait extraordinaire, cette affaire-là. Et on voit bien l'intérêt évident du patronat dans cette affaire, c'est que parler de discrimination, c'était poser la question du droit, et donc poser la question de la contrainte possible des entreprises. Ce qui était tout à fait inentendable pour ces grands patrons, qui ont préféré proposer une alternative d'espèce de simple engagement moral. À l'époque du lancement de la charte de la diversité, vous pouviez aller sur le site de l'Institut Montaigne et de son émanation, Institut l'IMS Entreprendre. On vous proposait de signer en ligne la charte en vous disant vous pouvez signer, ça ne vous engage à rien. C'était explicite, d'accord? Donc il est très clair. On substitue à la contrainte possible, qui pourtant n'était pas très contraignante dans la pratique, on lui substitue un simple engagement moral optionnel. On voit bien le problème que ça pose. Alors, pourquoi l'État et les élites ne portent pas ces questions? C'est pour diverses raisons. Non seulement c'est l'héritage, effectivement, des années 90, de ce qu'a essayé de régler la question de l'intégration, c'est-à-dire ne pas traiter, au fond, le problème du racisme, de l'extrême droite, de la discrimination, de tout ça. Mais c'est aussi pour deux raisons qui me semblent un peu plus profondes.
et qui, à mon avis, nous pose problème encore aujourd'hui. L'un, c'est assez classique, c'est le fait que le champ politique est un champ extraordinairement concurrentiel. Et que dans un espace politique dans lequel l'extrême droite est là, en permanence, même si elle n'est pas là aux manettes, d'accord, elle est là dans le discours, et elle est là dans la manière dont les médias, et dont, globalement, elle légitimise ce discours-là, et bien, on s'aligne sur ce discours. On s'aligne, et puis surtout, on fait de la surenchère. Donc tous les pains au chocolat, et tous les machins, et la France de race blanche et compagnie, il faut les lire dans ce sens-là. C'est-à-dire, à la fois, un racisme qui est extrêmement banalisé au niveau des élites. En fait, le racisme, c'est quand même d'abord une conception des élites, et ensuite, d'une concurrence dans le champ politique qui fait de cet objet-là un objet de surenchère. On n'est pas prêt, on n'a pas fini avec ces manifestations-là. Deuxième élément qui me paraît crucial dans cette affaire, qu'on ne pose souvent pas comme tel, c'est que si on a autant de mal en France à reconnaître la diversité ou la pluralité, c'est parce que nous partageons la croyance que l'unité est une condition préalable pour faire société. Et ça, c'est un héritage très ancien, très lointain de la théorie politique, d'accord? C'est la victoire de Hobbes contre le thème de la multitude, par exemple, d'accord? Au XVIIe siècle, hein. Donc c'est une vieille question qu'on connaît bien dans la philosophie politique, mais qui me semble qu'il faut qu'on affronte aujourd'hui. C'est encore ça le discours du Premier ministre sur la diversité qui reste l'identité qui reste au vestiaire, pardon. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire société en partant de la pluralité. Moi qui travaille sur les questions de coopération, il me semble qu'à l'inverse, on n'a de la coopération que si on assume la confrontation de points de vue différents. C'est-à-dire qu'au fond, la possibilité d'inventer de la coopération va nécessiter au contraire de conflictualiser et d'accepter que le point de départ, c'est plutôt la conflictualité et plutôt la pluralité des points de vue. Nous avons, soyons clairs, concrètement, pragmatiques, nous avons des millions de raisons d'être en désaccord. Elles sont bien plus nombreuses que les raisons que nous avons à avoir un accord. Là, tout de suite, maintenant. Si on posait les problèmes. Comment apprendre à travailler à partir de ça? Et là, ça nécessite effectivement une rupture dans notre imaginaire politique. Encore un point, je ne vais pas tous les énumérer, mais 2 points si vous permettez. Premier point, c'est, évidemment, on le voit bien dans le contexte, c'est que, encore dans l'imaginaire politique, toutes ces affaires-là se passent sur une espèce de fond de doute collectif. Doute collectif quant à l'avenir, hein, on a changé d'époque, d'une certaine manière. Hein. On a changé d'époque et on est peut-être plutôt dans l'époque de ce qui est vécu comme du doute, de l'incertitude. Là encore, la concurrence électoraliste conduit à exploiter cette logique du doute et à la transformer en rancœur et en peur. C'est pas du tout, et loin de là, seulement le travail de l'extrême droite. C'est la question, c'est aussi le même processus qu'utilise la droite néoconservatrice, qui dénonce la théorie du genre. C'est aussi, évidemment, ce que font les promoteurs du néolibéralisme, qui dénoncent le déclin. Et on nous renvoie à un même imaginaire, un même fond d'imaginaire, qui est très lié à l'Empire, hein, à l'histoire de l'Empire et à l'histoire de la colonisation, c'est-à-dire, nous ne pouvons cesser de pleurer sur une nation qui se rêve en héros des droits de l'homme et qui se vit comme un monarque ou un empereur déchu. Et là, on a un vrai problème d'imaginaire politique. Aujourd'hui, on sait bien que ces peurs-là sont aussi exploitées par des mouvements terroristes. Formidable alliance, quand même. Hein, formidable alliance entre tout un certain nombre de prêcheurs de peur, ou d'utilisateurs de ces logiques-là. Dernier point donc, que je voulais noter, avant de conclure, c'est l'importance dans ces 20 dernières années, et même 15 dernières années, de l'évolution de l'antiracisme, ou des antiracismes. C'est très frappant de voir qu'on a une table ronde sur est-ce qu'il y a des racismes, mais pas de table ronde sur est-ce qu'il y a des antiracismes. Ah pardon, excusez-moi, autant pour moi, vous avez bien raison. Bon. Je retire ma critique. Là encore, on a un problème de matrice, pour le dire comme ça, dans la pensée. C'est que, vous le savez bien, le racisme tend historiquement plutôt à être traité, dans le mouvement antiraciste, comme une déviance idéologique et morale, qui serait d'abord imputable à des individus.
ça veut dire que d'emblée, on concède plutôt aux institutions un gage de bonne foi. Or, on regarde cette histoire, nous avons toutes les raisons de nous méfier de l'État ou de ses institutions, c'est-à-dire dans son rôle effectif joué dans cette histoire-là. Mais c'est ça qui conduit finalement à ne pas affronter le problème que nous avons aujourd'hui avec nos institutions et ou plus largement avec la façon dont fonctionne notre société, c'est que on est là encore tenté de renvoyer la question vers des publics ou vers ceux qui dénoncent depuis leur position ce qu'ils vivent en termes de racialisation. La crispation et le clivage des associations sur la question de l'islamophobie, sur la question du voile, etc., est significatif de cette mésentente. La question d'Exhibit B qui était discutée tout à l'heure est significative d'une mésentente. Et quand je dis mésentente, c'est au sens de Jacques Rancière, c'est-à-dire, c'est pas qu'on ne s'est pas bien compris, c'est pas un malentendu. Il ne suffira pas de réexpliquer les choses. C'est vous pouvez parler autant que vous voulez, je ne vous entends pas. Je ne peux pas entendre ce que vous me dites. C'est ça le problème de la mésentente. Il faut quand même qu'on prenne acte de la démultiplication des luttes antiracistes qui parlent d'en bas, qui partent et qui parlent d'en bas. C'est-à-dire qui parlent de l'expérience que l'on a de cette question. Nous ne pouvons pas faire comme si nous avions tous la même expérience de ça. Et nous ne pouvons pas faire comme si ceux qui n'ont pas l'expérience de ça étaient plus autorisés, sous prétexte qu'ils ont un discours plus universaliste, autorisés à en parler à la place des autres. Voilà. Là, on a un vrai problème du point de vue de la conception même de ce que pourrait être aujourd'hui l'antiracisme. Il faut quand même qu'on pose la portée politique formidable du fait que les premiers concernés se mobilisent. On voit bien que c'est compliqué parce que ça pose un problème, puisque, comme jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas et le terrain était occupé plutôt par des gens, par des grandes associations, comme la LDH, qui était à cette place où personne d'autre ne parlait, d'une certaine manière, où peu de monde parlait. Aujourd'hui, cette place est disputée par les premiers concernés. Je pense que ça nous pose effectivement un problème politique qu'on ne peut pas résoudre en disant ça fissure l'unité de l'antiracisme. Revenons à la question de l'unité telle qu'elle pose. Je pense que c'est un vrai problème que nous avons, c'est de pouvoir partir, au contraire, de la pluralité possible des positions et surtout de la légitimité a priori, c'est-à-dire la légitimité inconditionnelle a priori de la parole des premiers concernés et des premières concernées. Je dis a priori, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut se taire et tout accepter. Mais c'est reconnaissons leurs paroles, et comme le disait Joël Roman, c'est quand on aura reconnu leurs paroles qu'on pourra peut-être aller discuter avec eux, si on y arrive, pour se dire on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur les solutions, on n'est pas d'accord sur les horizons, etc. Je termine en disant 3 choses, pour résumer et synthétiser ces éléments-là. Je pense que nous butons sur 3 choses majeures. Première chose, c'est la politique de l'État et des institutions publiques. On pourrait dire, c'est une politique des pompes funèbres. C'est la stratégie de l'enterrement. Nous avons un problème, cachons-le. Et renvoyons vers le public. Politique des pompes funèbres. Deuxième problème, qui est en deçà, qui est une des sources, c'est que nous avons un problème d'entendement, qui est entre une espèce de surdité, c'est-à-dire nous sommes habitués à la position monopolistique ou privilégiée de membres de groupes majoritaires, qui, évidemment, quand on est comme moi, membre du groupe majoritaire, c'est spontanément impossible d'entendre la parole de quelqu'un qui a vécu autre chose. Ça demande un travail considérable, et moi, en tant que sociologue, ça m'a demandé un travail considérable pour pouvoir entendre des choses qu'il y a 20 ans, quand je commençais à faire la sociologie, je n'entendais pas plus. Ça veut dire un travail considérable de travailler sur l'entendement, parce que sinon on est soit dans la surdité, soit dans une stratégie plus visible, qui est de renvoyer l'autre à la disqualification, c'est-à-dire de faire comme si sa parole n'était que du bruit. N'accédez pas à la parole sous prétexte qu'elle sera universaliste, neutre, etc. Je termine juste sur ça. Le troisième point d'articulation, si vous voulez, c'est, il me semble qu'on peut quand même réfléchir sur l'ordre de l'approche. Nous avons une politique qui a historiquement, et l'intégration c'était typiquement ça, était fondée sur le modèle dit de la redistribution. Les politiques du FAS, c'était quand même beaucoup ça, une espèce de redistribution avec des effets tout à fait impensés, voire volontaires, de culturalisation. Quand on parle des inégalités dites sociales, on n'a pas de problème. Enfin, aujourd'hui, c'est peut-être plus tout à fait vrai. Mais globalement, on peut partager l'idée que le problème des inégalités, c'est la concentration des richesses. C'est pas le problème des pauvres.
c'est le problème de la concentration de la richesse. Pourquoi est-ce qu'en matière de racisme, on n'arrive pas à penser la même chose? Pourquoi est-ce qu'en matière de racisme, on ne pose pas la question du racisme, c'est le problème du privilège? C'est-à-dire c'est le problème du fait des gens comme moi qui se sont habitués à ce que ma position apparaisse comme la position normale et qui, de ce point de vue-là, traitent les autres comme si c'était eux qui étaient à norme. Merci.